l'échelle européenne, nous coordonnons le projet sur les échanges de pratiques entre formateurs pour une société inclusive, dit projet EPSI. Nous avons constaté que dans différents pays européens, un grand nombre de professionnels développent des démarches pédagogiques sur des questions de citoyenneté et d'inclusion afin de favoriser l'accueil des personnes immigrant en Europe. Cependant, ces démarches ne sont pas partagées et elles ne constituent pas un catalogue de ressources identifiables, visibles et médiatisées. Afin de combler cette lacune, le projet EPSI consiste à favoriser les échanges entre acteurs et actrices européens, détenant une expertise reconnue dans le domaine de l'accueil et de l'accompagnement. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Mon nom c'est Alex, ça fait maintenant 3 ans que je travaille pour Formotion. Je suis psychologue social et interculturel comme formation, j'ai ça comme formation. Et voilà, aujourd'hui je m'occupe surtout du projet Pipapo. Qu'est-ce que c'est comme projet Pipapo ? En tout cas, nous, ça me semble être un peu du chinois quand on l'entend. Même en luxembourgeois, c'est du chinois, ça n'a pas vraiment de sens en soi, mais le sous-titre c'est Sex, Drugs and Rock'n'Roll. C'est un projet qui permet, ensemble avec les organisateurs des fêtes, des promoteurs, des organisateurs de festivals, d'aller à l'encontre des fêtards pour les sensibiliser, pour les rendre plus consciencieux sur les risques qu'il y a sur les fêtes, qu'on peut rencontrer sur les fêtes, et de réduire ces risques par des réflexes qu'on peut avoir avant la fête, durant la fête et même après pour la rendre plus sûre. Quelles sont les démarches et outils pédagogiques sur lesquels vous vous appuyez ? Alors, on a tout un éventail de matériel qu'on a créé ensemble avec nos partenaires dans le réseau européen, surtout sur les substances, sur les drogues légales et illégales. Sont des cartes d'information, par exemple. Après, on distribue aussi des capotes, des préservatifs et un tas de matériel de réduction de risque. Pour les méthodes, on s'appuie sur une approche peer-to-peer. Donc, on essaye de trouver une vingtaine de jeunes par an qui sont motivés à être formés. Donc, on les forme pendant 2 semaines, pendant un week-end, pendant 2 jours, je veux dire. À notre manière de concevoir la fête, mais aussi à la manière de travailler. Et après, ils vont avec nous accompagner aux fêtes, au festival. On a un petit stand où les fêtards peuvent venir et nous parler, et on essaye de parler ouvertement, sans tabou, de la consommation et ainsi des risques qu'on peut rencontrer pour en fait les réduire. Voilà, pour essayer que ça sorte du tabou et pour en parler, quoi. Merci. Alors, tu as parlé de l'éducation par les pairs. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus pour les personnes qui découvrent à peine cette démarche pédagogique ? Voilà, l'éducation par les pairs, on a utilisé ça comme méthode parce qu'on s'est rendu compte que voilà, on est en train de vieillir, moi aussi et mon collègue peut-être aussi, donc on n'a peut-être pas la même approche. Les jeunes, les fêtards nous perçoivent peut-être d'une autre manière, donc on préfère de former des jeunes qui une condition est qu'ils aiment faire la fête eux aussi. Et l'autre condition, c'est qu'ils ont quand même une petite affinité à tout ce qui est santé, éducation. Et on les forme nous-mêmes pour que eux ils puissent aller au stand et parler avec les fêtards sur le même longueur d'onde. Voilà, pour que ça soit un contact un peu à la même hauteur. Voilà. Du coup, ça fait un petit moment que tu travailles sur ça. Quel est l'impact que tu as observé, toi, sur cette transmission par les pairs ? Quel impact ça a sur
sur les jeunes et leur trajectoire. Mais ce qui est assez difficile, ou ce qui était assez difficile au début, c'est d'avoir la confiance des promoteurs, des organisateurs de fêtes, mais aussi des fêtards, de venir chez nous et de parler ouvertement sans être jugé, sans être moralisé sur la consommation de substances illicites. L'impact, c'est qu'après quelques années, on a quand même on a une certaine confiance, on a reçu une certaine confiance envers les fêtards, les usagers de drogue aussi, et ils viennent plus ouvertement nous parler. Donc il y a peu à peu, on arrive à briser ce tabou de parler de la consommation et de ne pas le faire en cachette, parce que c'est beaucoup plus dangereux de le faire en cachette que d'en parler, de parler qu'est-ce que sont les risques, comment est-ce qu'on peut éviter ou réduire ces risques et quels sont les réflexes à prendre avant, pendant et après la fête. Et je pense que peu à peu, les fêtards sont un peu plus conscients des risques qu'on peut rencontrer et essayent de les minimiser. Est-ce qu'il y a des techniques que tu as pu identifier qui ont un véritable impact? Oui, je pense que une des techniques clés qu'on utilise, c'est vraiment la bienveillance et le discours non moralisant. Je pense que ça, c'est quelque chose de très important, qu'on ne juge pas la consommation, qu'on ne juge pas la personne qui consomme et qu'on puisse parler ouvertement de tout ça. Je pense que c'est quelque chose qu'on n'avait pas avant. Je pense que ça fait quand même quelques décennies qu'on vit dans cette idée de war on drugs et que c'est quelque chose de totalement tabou, on ne peut pas en parler. Et si on en parle, on est directement jugé. Et c'est un peu ça qu'on essaye de changer, de prendre la personne comme elle est, d'accepter ses choix et de l'éduquer à prendre des choix plus conscients. Est-ce qu'on s'intéresse finalement dans cette approche autour de la sensibilisation, est-ce qu'on s'intéresse au contexte social, au contexte historique dans lequel vit le jeune, ou est-ce que finalement on est... est-ce qu'on mène des entretiens, par exemple, pour essayer de comprendre ce qui mène à cette consommation et quels risques ça peut représenter? Ça, c'est un projet qu'on est en train de mettre en place. Dans un setting comme la fête, c'est pas le meilleur setting de faire toute une thérapie psychologique sur la consommation, tout ça. Donc, c'est pas le setting parfait. Donc, le jeune, il va pour faire la fête et il vient nous parler pendant quelques minutes. Peut-être même, il passe un peu plus de temps chez nous, mais c'est pas là la place pour le faire. Mais c'est vrai qu'on est en train de mettre en place un deuxième projet pour que le jeune il puisse venir après avoir eu le premier contact avec nous à la fête, qu'il puisse venir aussi au bureau où on peut parler un peu de sa consommation. Il faut dire que généralement, nous on traite tout ce qui est consommation non problématique ou consommation récréative. C'est-à-dire que généralement, les jeunes qui viennent chez nous ont une vie, je veux dire, normale, avec peut-être une famille, ils vont à l'école, ils font un travail, et de temps en temps, pendant les week-ends, ils aiment bien consommer pour faire la fête. Donc, généralement, c'est pas une consommation problématique, mais on le sent peut-être, il y a des fois où ça peut être problématique, et là, on les invite de venir ici pour les dispatcher aux autres services qu'il y a au Luxembourg. Ouais. Quelles sont les références sur lesquelles vous vous appuyez dans le cadre de votre travail, dans le cadre de votre engagement? Est-ce qu'il y a comme ça soit des lectures ou des rencontres ou des personnes qui ont
éclairer en quelque sorte votre engagement et qui continue de nourrir votre travail? Oui, surtout notre réseau européen. Nous, on est une ASBL qui, surtout le projet, il est assez neuf, mais moi j'ai eu mes premiers contacts avec la réduction de risque lors d'un stage à Bruxelles. J'ai étudié à Bruxelles, donc c'est le projet de Bruxelles qui m'a vraiment ouvert la porte vers ce concept de réduction de risque. Et on a toujours des bons contacts avec nos partenaires européens. On fait partie de quelques réseaux européens qui se voient au moins les 3-4 fois par an pour discuter, pour s'échanger, pour s'échanger des best practices aussi et pour emmener ensemble l'Europe aussi vers une autre politique de drogue. En quoi est-ce que le travail que tu fais participe à une société plus inclusive? L'impact pour une société plus inclusive, c'est surtout le fait que les consommateurs de quelque drogue que ce soit soient considérés pas comme quelqu'un au bord de la société. Je pense que ce soit une drogue licite ou illicite, ça a toujours un effet. Le consommateur cherche un effet positif dans ça, et ça il faut l'accepter. Il faut juste faire attention que ça part pas dans une addiction ou dans la marginalisation de ces personnes. À mon avis, beaucoup de personnes marginalisées ou au bord de notre société qui sont aussi consommateurs ne sont pas au bord à cause de la molécule, mais à cause de comment la société voit ces personnes toxicomanes. Donc on essaie vraiment de peu à peu aller à une société où il n'y a pas ce tabou, où on peut ouvertement parler des risques, des substances, aussi de la consommation, et de ne pas tabouiser ces thèmes pour amener aussi à une politique qui prend en charge les personnes. En quoi le projet Pipapo contribue à une société plus inclusive? C'est surtout par la méthodologie qu'on utilise, c'est-à-dire qu'on voit la personne comme personne à part entière, qu'on accepte les choix qu'elle prend, qu'on ne la juge pas et qu'elle puisse vraiment s'épanouir dans la société avec tous les choix qu'elle prend. C'est vrai que de temps en temps, ces choix peuvent être des choix à risque, donc c'est à ce moment-là qu'on intervient pour visualiser encore une fois les risques qu'elle prend, pour qu'elle puisse réduire ceci, mais quand même de vivre sans être jugée, de prendre des choix conscients et de la considérer comme une personne. Voilà, par entière. Merci. Alors, on est en 2020. Si tu devais nous parler de 3 chantiers que tu désirerais, toi, sur la question de l'inclusion, construire dans cette décennie, qu'est-ce que ce serait pour toi la priorité? Je pense que les grands chantiers qu'on a ici encore au Luxembourg, il y en a pas mal. Je pense qu'on est encore loin d'une vraie égalité entre les hommes et les femmes, même si c'est quelque chose qui est en train d'avoir de plus en plus de poids, mais une vraie équité, ça se travaille encore. Après, je pense que la fourchette entre les plus riches et les plus pauvres est aussi un thème qui est bien pertinent, parce que c'est une fourchette qui s'élargit de plus en plus. Il y a de plus en plus de gens super riches et de plus en plus de gens à la marge de la pauvreté.
Et voilà, personnellement, j'aimerais bien aussi de voir changer un peu la politique qu'on a sur la vision qu'on a sur les drogues, d'arrêter de diaboliser la consommation et le consommateur, mais plutôt aller vers une vraie éducation et de prendre soin des personnes qui sont à la marge, qui ont besoin d'aide. Voilà. Si vous aviez des messages à faire passer à des formateurs, animateurs, modérateurs qui débutent dans le domaine de l'inclusion, qu'est-ce que vous aurez envie de leur dire? Qu'est-ce que vous aurez envie de leur conseiller? Qu'il ne faut pas lâcher. Je pense que j'ai eu des formations où c'était un peu plus dur, où on devrait vraiment ramer plus parce que peut-être on a perdu le lien avec le public, mais c'est un job qui est super chouette. Quand on va après, le soir on va au lit, on a vraiment ce sentiment qu'on a changé un petit peu le monde, même si c'est pas beaucoup, mais peu à peu. Je pense que ce sentiment d'avoir contribué avec une petite pièce de puzzle, peut-être à un meilleur monde, c'est très gratifiant et c'est une motivation intrinsèque très très riche qu'on doit garder tout au long de la vie professionnelle. Merci beaucoup. Merci.